Bienvenue dans ce 18e épisode de Chatbot Stratégie. J'ai invité David Moreau, directeur des opérations de la société Devolis, parce que cette société normande s'est illustrée dernièrement par la mise au point d'un agent conversationnel couplé aux lunettes de réalité mixte Microsoft HoloLens. Alors je m'en doutais un peu, David Moreau est non seulement un passionné, mais aussi passionnant. Et finalement, nous avons passé ensemble plus de 2 heures. Mes podcasts ne durent pas 2 heures, pour autant, je n'ai pas voulu couper. J'ai donc monté ce podcast en 5 fichiers indépendants que vous pourrez écouter dans l'ordre de votre choix. La première partie présente Devolis et son expertise chatbot. La seconde partie est dédiée au couplage d'un chatbot aux lunettes Microsoft HoloLens pour des projets industriels complexes. Et vous aurez aussi accès à 3 bonus qui ont été des apartés dans la discussion. Le premier est consacré à la production d'un chatbot vu par le métier, qui est aussi l'utilisateur final du projet. Le deuxième vous propose une explication sur ce qu'est le low-code et le no-code dont on entend de plus en plus parler. Et le troisième bonus est une réflexion partagée autour des différences entre FAQ, moteur de recherche et chatbot. Voilà, je vous laisse écouter. N'hésitez pas à vous abonner au podcast, c'est ma récompense et le signe que je suis sur la bonne voie. Je vous laisse maintenant avec la première partie de cet épisode. À tout de suite. Aujourd'hui, j'accueille David Moreau, qui est directeur des opérations de Devolis. Bonjour David. Bonjour, Frédéric. Et aujourd'hui, on va parler à la fois de Devolis et de sa solution chatbot, bot en général, qui s'appelle Jellybot. Et on va aussi s'intéresser à un côté un peu innovant de Jellybot, qui est sa capacité en fait à se connecter à des lunettes ou à oui, on peut appeler ça des lunettes HoloLens de Microsoft. Mais avant de parler de cet aspect très très innovant, j'aurais aimé en fait avoir un peu un aperçu historique de Devolis, parce que c'est une société, à la différence de certaines startups qui ont monté, qui se sont créées au moment de l'apparition des chatbots. Cette société qui est basée à Rouen existe avant l'apparition des bots. Et donc, ce qui m'intéresserait, ce serait à la fois que vous nous racontiez comment Devolis est née et puis à quel moment elle a décidé de switcher vers les bots et pourquoi. Oui, très bien, merci Frédéric. Alors, Devolis, en effet, est né en 2007. Alors, on va fêter prochainement nos 15 ans. Euh, Devolis, en fait, c'est ce qu'on appelle une ESN, hein, donc une société de services. Ce qu'on appelait les SS2I avant, C'est c'est ça? ça, oui, tout à fait. Voilà. Et qui a, depuis le début, en fait, de son histoire, eu pour vocation et même objectif, hein, finalement, d'utiliser la donnée à des fins métiers. Voilà, c'est vraiment le fil rouge de nos activités, qui est finalement de aider nos clients à manipuler les données d'entreprise afin de leur donner de la valeur, que ce soit au travers d'applications métiers, aussi bien d'ailleurs métiers tertiaires qu'industriels, et ça a son importance, mais aussi au-delà d'applications, bah, dans la mise en place de systèmes décisionnels et big data. Et la partie big data qu'a abordé Devolis il y a maintenant une bonne dizaine d'années avec un éditeur normand également qui s'appelle Sagi, a son importance puisque bah, quand on recoupe finalement données et big data, eh bien on arrive d'une certaine façon déjà aux prémices de l'intelligence artificielle, voilà, qui est née un petit peu plus tardivement. Notre particularité également, c'est d'être ce qu'on appelle un pure player Microsoft. Donc nous nous sommes spécialisés sur l'ensemble des technologies Microsoft euh, autour de la donnée et de son utilisation. Donc j'ai cité le développement d'applications métiers, la partie décisionnelle Big Data, et on va retrouver également, de façon un petit peu historique également, ce qu'on va appeler aujourd'hui le collaboratif, ce qu'on appelait le groupware auparavant, donc de finalement de lier la donnée à l'humain
et de pouvoir travailler sur des projets en commun au travers de solutions Microsoft que tout le monde utilise maintenant aujourd'hui et d'autant plus post-pandémie avec Teams hein, par exemple, mais également d'outils plus anciens comme SharePoint, voilà, qui permettent de faire du collaboratif. Et pour finir, une plateforme qui s'appelle la Power Platform, qui est une plateforme no-code, low-code de Microsoft, et qui permet finalement, c'est important toujours dans notre approche humaine de notre métier, de donner la main à l'utilisateur pour qu'il puisse finalement manipuler la donnée lui-même, dans la mesure où c'est lui qui la connaît finalement le mieux avant nous, hein, en l'occurrence. Donc vous vous appuyez en fait sur ces outils Microsoft, y compris ces briques low code, pour faire une proposition, c'est ça de, Alors, non, en fait, Non? on a pris un parti différent. Alors, tout simplement parce que l'aventure Jellybot a démarré avant l'apparition de la Power Platform. D'accord. Alors, euh, et aussi parce que même si on est un pure player Microsoft, euh, on est quand même attentif, évidemment, à une capacité de déploiement de ces outils chez des clients qui ne sont pas eux-mêmes Microsoft à 100%, et donc d'utiliser la Power Platform pour déployer du chatbot. C'est une possibilité parce que Microsoft a créé un quatrième module dont je ne vous ai pas parlé, qui s'appelle Power Virtual Agent, et dont la vocation est de gérer du chatbot, mais dans un environnement effectivement, j'allais dire, Purement voilà, Microsoft, ouais. cloisonné d'une certaine façon, même s'il ne l'est pas tout à fait, puisque ces solutions disposent, comme dans Teams, hein, par exemple, de connecteurs vers l'extérieur, mais on reste en fait notamment avec un mode de licensing très particulier, très Microsoft, pour ceux qui le connaissent, et qui peut évidemment freiner à l'utilisation de l'outil, là où la vocation d'un chatbot, finalement, est de pouvoir être utilisé par l'ensemble des populations concernées et non pas d'être contraint à un nombre plus restreint d'utilisateurs uniquement pour des raisons de coût de licence. Donc, ça, c'est le premier point. Et comme je disais également, Jellybot, en fait, est né en termes de R&D en 2015-2016. Donc, il y a maintenant presque 6 ans. Euh, et, et, et en fait, l'objet des premières activités autour de l'intelligence artificielle était tout simplement lié à un petit peu les deux fils rouges que j'ai indiqués, c'est-à-dire la gestion de la donnée et la gestion de l'utilisateur, finalement, au bout de la donnée, l'humain, en fait, hein, tout simplement. À cette époque, je dirais, les premiers sujets d'intelligence artificielle, ou en tout cas les premières briques d'intelligence artificielle, ont pu être mises à disposition d'entreprises technologiques, hein, alors avec finalement un petit peu toujours les mêmes leaders, donc Microsoft d'un côté, Amazon, Meta, enfin Google à l'époque, qui ont finalement proposer au travers de leur système cloud des services qui permettaient d'utiliser toute la puissance en fait de ces industriels, hein, de ces sociétés, afin d'engager des projets d'intelligence artificielle. Parce qu'il y a un point extrêmement important, effectivement, on peut développer des algorithmes d'intelligence artificielle, mais aujourd'hui, la plupart des briques, en fait, nécessitent énormément de puissance. Si on parle de traduction automatisée, de reconnaissance de forme, euh, de gestion de langage naturel, hein, donc le NLP, le NLU, tout ça, finalement, requiert à la fois de la puissance et puis un très grand nombre de, d'occurrences préalables d'entraînement, hein, ce qu'on appelle l'entraînement, pour permettre d'avoir une intelligence artificielle pertinente. Donc en tant qu'acteur Microsoft, euh, et parce que finalement on souhaitait explorer ces technologies
en amont des éventuels besoins de nos clients, on a décidé de monter une équipe, donc un lab, tout simplement, composé à la fois de data scientists et d'ingénieurs de développement. La data science chez Devolis également, comme je disais, je parlais de big data, fait partie des sujets de prédilection. On a dans nos équipes euh, voilà, environ entre 5 et 10 ingénieurs data science qui finalement au départ travaillaient sur des sujets purement big data, hein, avec notamment l'éditeur Sagi que je citais tout à l'heure. Mais aujourd'hui, l'intelligence artificielle s'appuie énormément sur la data science dans bien des domaines. Et donc, on a réfléchi à comment finalement faire monter en compétence, hein, nos équipes sur ces sujets afin que on puisse déjà en parler à nos clients, mais également être prêt lorsque l'intelligence artificielle va déferler finalement dans leur système d'information. Et pour monter en compétence, on s'est dit, voilà, on est des gens plutôt pragmatiques et concrets, terre à terre, normands, et on ne voulait pas partir sur des sujets purement théoriques. Donc on a choisi finalement un cas concret, fil rouge, pour explorer l'ensemble de ces nouvelles capacités. Et le sujet fil rouge, ça a été l'agent conversationnel. Voilà. Et donc, on a commencé à travailler sur ce sujet. Alors, d'abord, finalement, dans un besoin, comme je disais, de monter en compétences internes, enfin, D'expérimentation. ouais, d'expérimentation complètement. Et puis, rapidement, finalement, le marché, je dirais, rejoignant notre vision ou l'inverse, ben, finalement, on a été sollicité assez rapidement par quelques clients qui avaient connaissance de ce type de solution, hein, d'agents conversationnels, et sachant qu'on était sur le sujet, bah, nous ont proposé tout simplement de faire nos premiers projets, voilà, ensemble, hein. Donc, je pense à notamment une grande école de commerce basée entre autres à Rouen, hein, qui s'appelle Neoma Business School, avec laquelle on a très rapidement euh, monté une première version très simplifiée finalement de chatbot dans un contexte école, voilà, école de commerce, donc à destination des étudiants en tant que compagnon finalement de l'étudiant afin de pouvoir lui apporter des réponses aux interrogations assez simples, hein. Encore une fois, on est plutôt sur des sujets administratifs, c'est-à-dire à la fois de gestion de stage, de paiement de ma scolarité, etc. Donc finalement, d'être un peu le concierge, voilà, le compagnon, pour suppléer les services administratifs, hein, tout simplement, sur un certain nombre de sujets. Donc au départ, voilà, je dirais que la première version de Jellybot était plutôt un usage des couches technologiques proposées par Microsoft, Azure en l'occurrence, pour la partie intelligence artificielle, on n'était pas du tout sur une vision encore très orientée utilisateur. On était assez proche finalement de développement classique qui utilisait ces couches. Et rapidement, en fait, devant l'engouement de ce client, mais d'autres sollicitations, et également de par des appels à projets, notamment de la région Normandie, qui depuis maintenant plusieurs années focus sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans bien des usages, et au travers également voilà, d'appels à l'innovation et de concours. Et bien finalement, on a sur plusieurs années voilà, répondu à ces appels à projets et en fait, bah, naturellement également améliorer les capacités du chatbot. Et puis surtout, on a ajouté en fait une couche d'interface no code en l'occurrence, et c'est malgré tout, en tout cas à l'époque, mais ça l'est encore, c'était assez différenciant parce que nos interfaces sont très abouties, très intuitives, et donc permettent aujourd'hui
d'atteindre un niveau voilà, jugé très satisfaisant par nos clients. Et donc, Jellybot est devenu ce qu'on appelle un métabot, c'est-à-dire un constructeur de chatbot finalement, et qui va pouvoir répondre à des sujets aussi divers et variés qu'un chatbot RH, un chatbot support informatique, un chatbot support aux conseillers, un chatbot compagnon d'étudiants dans des écoles, etc., etc. Est-ce que ça veut dire que le client dispose en fait de la technologie, il peut créer autant de bots qu'il le souhaite, c'est ça? Complètement, oui, complètement. Et on est toujours finalement dans cette approche et qui nous plaît beaucoup entre la technologie et l'humain. Et finalement, enfin, on l'espère, on est souvent beaucoup plus proche de l'humain, c'est-à-dire comment faire en sorte que des utilisateurs disposent de tous les moyens pour répondre à des besoins métiers sans faire appel à nous. Alors c'est un peu un paradoxe pour une société de service, finalement, dont le métier est de fournir des solutions et surtout de les développer pour nos clients hein, sur du développement spécifique en général. Mais voilà, on fait les deux, bien sûr. Et dans dans cette approche de chatbot, je reviens sur ce que je disais sur la notion de décisionnel ou de gestion de la donnée, du big data, etc. Nous ne sommes ni des spécialistes de la production industrielle, ni des spécialistes de la gestion de contrats d'assurance, etc. Ces spécialistes, ils sont dans les entreprises, ils ne sont pas dans les sociétés de services. Donc, finalement, c'est de rendre au métier, à l'utilisateur, eh bien, toute l'intelligence en fait dont il dispose. L'intelligence artificielle, pour moi, elle passe déjà par ça, c'est-à-dire c'est comment finalement aider des sachants à mieux finalement mettre en application leurs connaissances et donc à étendre leurs capacités et leur intelligence. Voilà, c'est pour Mais ça. alors, pour bien comprendre ce Metabot ou Usinabot, je sais pas, donc Ouais. vous avez choisi Metabot, Mhm. c'est peut-être moins industriel que la notion d'usine, mais donc une personne du métier qui décide de créer un bot, en gros, il appuie sur un bouton, il crée le nom du bot, il crée des intentions, C'est ça. il Ouais. crée, il a un endroit pour poser des phrases d'entraînement, il Ouais. teste. Mhm. Et est-ce qu'il est juste dans cette notion question-réponse ou est-ce qu'il peut aller plus loin par lui-même? Oui, alors effectivement, on peut aller beaucoup plus loin et c'est vraiment également en extension de notre métier. Et notre métier, finalement, c'est la mise en relation entre l'humain et le système d'information de nos clients. Donc, tout de suite, dès le départ, et parce que cette notion de question-réponse, elle est traitée de façon extrêmement basiquement Oui, par l'ensemble des fournisseurs de services d'IA, c'est la brique zéro, on va dire. oui. Donc, finalement, et ça peut suffire hein, dans certains cas, mais bien souvent, on est extrêmement frustré lorsque notamment on va sur des chatbots de sites internet, un grand public, etc., B2C, parce qu'on pose trois questions, on a trois fois je ne suis pas capable de vous répondre, et puis on ferme le chatbot, on n'y revient plus jamais. Et, Oui, puis il y a un besoin souvent d'intégration au SI pour avoir des réponses personnalisées, individualisées. Ouais, complètement. Et nous, on a pris le choix également d'être sur un axe clairement B2B, c'est-à-dire, je pense qu'on peut faire les deux, mais encore une fois, les attentes vont être très très différentes. Donc, on a pris cette direction de rester finalement dans ce qu'on sait très bien faire, c'est-à-dire le service aux entreprises. Et dans le service aux entreprises, le cœur du système, le cœur de la donnée, c'est le système d'information, que ce soit d'ailleurs hein, donc en industrie ou en tertiaire. Eh bien aujourd'hui, le système d'information de ces entreprises est extrêmement structuré. On va avoir non pas uniquement des bases de données qui vont être des fourre-tout finalement, au final, mais on va avoir
des briques en fait qui vont être des solutions d'éditeurs, hein, un ERP, une gestion RH, une gestion de production, etc., etc., un CRM, etc. Donc ça, ce sont les différentes briques qui vont composer le système d'information avec les bases de données et ce qu'on va appeler de la donnée structurée. La donnée structurée, elle est atteignable par un langage de requête en général. Hein, Des web services ou des choses comme oui, ça? web service, SQL, hein, voilà, si on va au Mmh. bout du bout, qui Ouais. permet d'aller chercher la donnée là où elle est, parce qu'elle est clairement identifiée. Une donnée, c'est C'est un champ, un champ, un champ. voilà, un champ, effectivement, qui est contenu dans une table, qui est contenu dans une base de données. Donc cette information structurée, finalement, elle va être accessible au travers de connecteurs que l'on développe et qui vont être capables d'attaquer une base de données en allant chercher la donnée ou pousser de la donnée. Hein. On est bien dans les deux sens. Ça, c'est extrêmement important. Un chatbot ne fait pas que interroger le système d'information. Il peut aller au-delà. Je vais revenir un petit peu là-dessus après. Mais on a aussi, dans l'entreprise, un grand nombre d'informations qui ne sont pas de la donnée structurée, structurée, qui sont de la donnée déstructurée. Qu'est-ce que c'est que la donnée déstructurée? Ben, c'est tout simplement des documents, hein, par exemple, d'entreprise, des documents Word, PDF, Excel, PowerPoint ou autres. Mais également, si on va plus loin, de la donnée structurée, c'est de l'image, par exemple, ou du son, Ouais. ou de la vidéo, hein, finalement. Euh, donc on a, au-delà de nos connecteurs qui sont capables de s'interfacer avec des bases de données, avec des outils leaders de leur marché, RH, ERP, etc., on a développé, et là c'est un développement d'Evolis, hein, donc on ne s'appuie pas sur Microsoft pour cela. On a développé avec nos data scientists et nos équipes de développement IA ce qu'on appelle un moteur d'analyse sémantique. Un moteur d'analyse sémantique, c'est finalement l'équivalent d'un Bing ou d'un Google privé qui va être capable d'aller chercher, fouiller en fait des bases documentaires, euh, justement pour être en capacité d'aller trouver des documents, des images, des sons euh, qui vont être les plus pertinents par rapport à une demande d'un utilisateur. Et alors, donc, cet outillage, en fait, permet d'aller chercher, par exemple, dans un document Word une information. Est-ce que votre solution remonte le document ou extrait l'information du document? Alors, les deux. On est effectivement sur la première version est en capacité d'aller sur des milliers, hein, voire dizaines de milliers de documents, d'aller remonter le ou les documents les plus pertinents, c'est un paramètre, euh, au travers d'un scoring et d'une approche de calcul de distance de vecteurs. Voilà, pour plus Par être rapport à la requête de l'utilisateur, c'est voilà. ça? Alors, par rapport à la requête qui s'exprime en langage naturel, je prends Ouais. un exemple simple. Hein, on travaille avec un opérateur leader historique dans les métiers de l'énergie. Et un des sujets aujourd'hui est d'assister des conseillers techniques à trouver des informations dans des bases documentaires lorsque un usager, hein, l'appelle pour avoir une information. Et donc, en fait, le conseiller s'appuie sur ce moteur, donc va pouvoir taper par exemple quelle est la pression minimale dans une chaudière. Enfin, voilà, je donne un exemple très simple. Et bien en fait, le moteur d'analyse sémantique va aller fouiller les documents pour remonter effectivement les documents un peu comme, encore une fois, un Google avec le résumé du document qui garantit à l'utilisateur que la réponse à sa question se trouve dans ce document. Mais au-delà de ça, on travaille actuellement sur une V2 qui est en train d'être en finalisation, qui permet d'aller chercher en fait dans un document
qui est ciblé, le paragraphe qui répond le mieux à la question, et d'en faire une synthèse par en fait un deuxième algorithme de synthétisation de paragraphes pour finalement avoir un objectif qui est d'amener en fait une phrase de réponse à l'utilisateur. Donc un résumé, quoi. L'idée, Un c'est de pouvoir résumé, produire un oui, résumé. c'est ça, ouais, ouais, tout à fait. Et alors, si je comprends bien, en fait, l'analyse documentaire, elle va au-delà, en fait, de l'identification d'entités du type nom propre, localisation, horaire, Complètement, choses comme ça. complètement. Alors, on Parce que la utilise, pression d'une chaudière, oui, bien voilà, sûr, c'est a priori pas quelque chose qui est identifié dans un moteur de NLP. c'est ça. Alors, on utilise pour la première recherche, potentiellement, on utilise ce qu'on appelle des métadonnées, les métadatas en fait des documents qui vont être tagués hein, par un humain en général pour indiquer que ce document répond à telle thématique. Voilà. Ça, Donc ça veut c'est dire que, juste pour que tout le monde comprenne, pour que le système fonctionne, il faut, sur chaque document, associer des mots-clés, c'est ça? oui. Alors, Qui sauf que ça, c'est dans l'idéal. On a des Ouais. clients qui le font, mais clairement, certains clients le font, mais l'ont fait au début et le font plus. Oui, c'est ce que Ou- j'allais vous dire, parce que si vous avez un client qui a, par exemple, une dizaine de milliers de documents et que vous lui demandez, ben, pour que la solution fonctionne, il faut taguer maintenant 10 000 documents, Bien sûr, bien sûr. heu, Non, non, alors justement, nous, on s'est affranchi de ça. C'est-à-dire que s'il y a des métadonnées, on va être capable d'aller intégrer cette notion de métadonnées dans le moteur de recherche d'analyse sémantique, mais ça ne reste qu'un levier. C'est-à-dire, on va définir un poids sur le moteur pour indiquer, en gros, je n'ai pas de métadonnées à utiliser, j'en ai, mais ils sont de qualité moyenne, ou j'en ai, ils sont de très bonne qualité. De la même façon, on peut mettre un poids sur le titre du document parce qu'on a aujourd'hui des normalisations qui permettent aussi finalement d'avoir un bon titre ou un titre document 1, document 2, document 3. Mais notre moteur, en fait, évidemment, va d'abord s'appuyer sur le contenu du document lui-même et s'affranchir complètement du contexte linguistique en fait du document. Je parlais tout à l'heure de calcul de distance de vecteurs. Donc là, mmh, en fait, on n'est plus dans la langue, on est dans les mathématiques. ouais, Et en fait, on va transformer un document en vecteur, tout ouais. simplement. Et on va transformer la demande de l'utilisateur en vecteur également. Et on va regarder On entre superpose les 2 en c'est quelque ça. sorte. On va superposer l'index de l'ensemble des vecteurs de mes documents avec le vecteur de la demande de l'utilisateur et voir en fait tout simplement quels documents, donc quels vecteurs sont les plus proches de celui de la demande. Donc on est Et voilà. et alors, du coup, ça veut dire que quand on lance une recherche, en fait, en réalité, le bot, ne parcourt pas tous les documents. Complètement. Et ça c'est extrêmement important pour deux raisons. La première, c'est le temps de recherche. On imagine évidemment que si on devait parcourir 10 000 ou au-delà documents à chaque recherche, les temps de réponse seraient exécrables. Mais le deuxième également point très important, c'est la confidentialité en fait de la donnée. C'est-à-dire que un client comme celui que je citais tout à l'heure, mais on travaille aussi avec des laboratoires pharmaceutiques par exemple, il est hors de question pour eux d'exposer leurs documents au même endroit que le chatbot en l'occurrence. Et également parce que les documents aujourd'hui sont managés dans des systèmes qui leur sont propres, que ce soit euh, un répertoire sur un serveur, mais plus souvent dans du SharePoint ou même dans un outil métier. Si on prend des outils comme Salesforce, ServiceNow, SAP, tous ces outils possèdent leur propre base documentaire. Et il est hors de question de dupliquer finalement les documents parce que derrière, en termes de maintenance de deux référentiels, Oui, ça ça serait une n'aurait, folie. voilà, ce serait de la folie. Donc non, en fait, notre connecteur, en fait, il va aller au travers d'un moteur, il va aller tout simplement indexer les documents qui se trouvent là où ils se trouvent,
et c'est uniquement effectivement l'index que nous allons exploiter. Et donc, évidemment, on va ensuite réindexer uniquement ce qu'on appelle le différentiel à chaque nouvelle réindexation, c'est-à-dire qu'est-ce qui a changé dans ma base documentaire? Est-ce que j'ai des documents qui ont été ajoutés, d'autres supprimés, d'autres modifiés? Et donc, le temps d'indexation est très long sur la première itération, mais devient assez rapide sur les suivantes, en tout cas plus rapide, bien sûr. Et également, ça veut dire que notre chatbot n'a pas accès aux documents eux-mêmes une fois qu'il les a indexés finalement. Oui, il a une représentation mathématique, enfin statistique, Complètement, entre les deux, on va dire, c'est ça, mathématico-statistique, c'est ça. si on fait dans le simple, Ouais, de la documentation. ouais, Mais en fait, pour lui, si je caricature, des 1 et des 0, quoi. C'est ouais, pas. complètement, complètement. Et donc, étant donné que nos services d'intelligence artificielle bah, sont sur le cloud, y compris notre moteur d'analyse sémantique, hein, finalement, euh, eh bien, en fait, ce qu'on garantit à notre client, c'est qu'évidemment, il n'y aura pas de duplication de ces documents sur ce même cloud, hein, qui peut être public ou privé, mais en l'occurrence, qui mettrait en défaut bah, le RGPD, hein, tout simplement, sur Voilà, bon nombre ça des. allait être ma question, en fait. Ouais, bien sûr. Comme du coup, on va parser, en fait, crawler, j'essaye de trouver le mot français, Ouais, 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 ouais. parcourir, voilà. Fouiller, ouais, ouais. Fouiller, parcourir des documents. Vous utilisez des technologies Microsoft à ce moment-là. Donc on Ouais, part sur le cloud de Microsoft. Il y a beaucoup de discussions aujourd'hui avec notamment la loi américaine qui permet au gouvernement américain d'imposer à une société américaine d'ouvrir son cloud à la ouais, demande. ouais. Donc comment est-ce que vous rassurez, et au-delà de rassurer, comment est-ce que vous garantissez en fait la confidentialité et la sécurité des documents? Parce qu'en plus, dans un milieu industriel, Ouais. c'est particulièrement, à mon avis, crucial, quoi. Ouais, complètement. Donc, alors, la première garantie ou le premier niveau de garantie, c'est déjà, et pour ça, finalement, en tout cas, Microsoft a été plutôt bon. C'est déjà la duplication des data centers de Microsoft et notamment donc leur présence en France. C'est-à-dire qu'on garantit que l'intégralité des services et des infrastructures se trouve en France. Ça, Donc pour bien comprendre, ça veut dire que cette infrastructure échappe à la loi américaine du Cloud Act. alors, oui, on va dire sur le principe, bah, pour cette loi particulière, Il y a franchement, encore dans des les faits, discussions. ouais, voilà, dans les faits, je suis pas bien sûr Ouais. qu'on puisse y échapper. Mais le point important, c'est bon, c'est déjà la localisation, mais c'est surtout que, comme je disais tout à l'heure, Jellybot ne crée pas de la donnée elle-même, hormis l'historisation des questions, finalement. Euh, Toute la donnée de l'entreprise reste dans l'entreprise. On se connecte en fait au système d'information de l'entreprise via des connecteurs, mais sans aucune euh, duplication de la donnée elle-même, Les finalement. données ne font que passer, quoi. Voilà, les données ne font que passer, à tel point que finalement, un autre chatbot peut être installé sur un serveur en local chez un client à l'ancienne, je dirais, Ouais. parce il va travailler en local, il a tout ce qu'il faut pour travailler en local. Les bases de données, notamment, peuvent être locales, mais par contre, la seule chose dont il va avoir besoin, C'est c'est la mise à jour. alors non, ce sont certains services, notamment si on D'accord. parle du NLP. Le Ouais. NLP, on utilise le service de Oui, Microsoft, oui, mais c'est juste l'utilisation du service. oui. Ça, Voilà, c'est juste pour la question utilisateur. c'est ça complètement. Ouais, ouais. Donc en fait, voilà, le point important, c'est que on va aller chercher la donnée, on va aller pousser de la donnée dans le système d'information et non pas créer un système une réplication du système d'information dans le cloud, notamment de Microsoft. Également, un point important, parce que ça fait plusieurs fois que je dis que le chatbot n'est pas là que pour pousser de la donnée,
dans les principales fonctionnalités de Jellybot, au-delà d'amener des données structurées ou déstructurées, il y a cet aspect qui est aujourd'hui extrêmement important pour l'adoption d'un chatbot, qui est ce qu'on appelle la conversation. Ouais. La conversation, c'est finalement l'enchaînement des dialogues qui permettent d'engager l'utilisateur à la fois, pourquoi pas, enfin déjà dans un premier temps, dans le but de lui permettre de poser des questions, c'est ce qu'on trouve Ouais. le plus couramment, mais également d'engager des processus finalement qu'on va appeler aussi flux de conversation. Et là, je m'explique un petit peu. Euh, un chatbot va être capable vous le citiez tout à l'heure, Frédéric, la notion, par exemple, d'intention, de repérer une demande d'un utilisateur qui va répondre à un cas d'usage, à un flux, à un process particulier. Si par exemple je dis à un chatbot en milieu industriel, euh, je souhaite engager la maintenance de ma ligne de production, euh, le chatbot ne va pas amener une réponse comme quand je pose une question, combien de jours de congé me reste-t-il pour un chatbot RH? Ouais. Le chatbot, dans ce cas-là, va être en charge de repérer donc cette intention de maintenance de ligne de production et donc, eh bien, en fait, de répliquer un process qui est déjà mis en place dans l'entreprise et qui va consister, sur cet exemple de façon traité de façon basique, de dire très bien à quelle échéance, à quelle date voulez-vous engager cette maintenance. Donc l'utilisateur va donner une date. Le chatbot va être capable de lui dire très bien, je vais à ce moment-là prévenir l'équipe qui est en charge de la ligne ce jour-là de l'opération. Souhaitez-vous réserver du matériel? Si l'utilisateur dit oui, eh bien en fait le chatbot va lui proposer la liste des matériels à réserver dans le magasin, etc., etc. Donc en fait, on est sur ce qu'on appelle un peu un chatbot inversé finalement. Ça En fait, dépend. il a la capacité en fait de lancer l'automatisation de flux, quoi, en fait. Oui, C'est ça? complètement. Oui, tout à fait, de flux. Et donc finalement, c'est le chatbot qui devient le demandeur et Ouais. l'utilisateur qui devient source d'information. Hmm. C'est pour ça que voilà, je parle de chatbot inversé. Donc ça permet de gérer quoi? Ça permet de gérer finalement des workflows, hein, des process d'entreprise qui sont gérés aujourd'hui par du formulaire papier ou pourquoi pas, je l'ai cité tout à l'heure, par de la Power Platform hein, qui va engager des workflows. Et on a eu des cas d'usage en fait extrêmement surprenants auxquels on n'imaginait absolument pas être confronté. On a travaillé avec, et je peux le citer, avec un laboratoire pharmaceutique qui s'appelle Janssen, alors que tout le monde Ouais. connaît au niveau grand public maintenant, voilà, qui fait partie de Johnson Johnson, le premier Hmm. groupe de santé mondial, et dont le but était de faire de la sensibilisation pour les médecins à des consultations difficiles. Dans quel contexte cela s'applique? Et en fait, Janssen a souhaité sensibiliser les médecins à des consultations de patients atteints de HIV. Mhm. Et donc, à travailler avec des experts en sciences du comportement sur la notion de flux idéal de conversation suivant des personas différents qui vont être des patients avec des caractéristiques différentes. Un patient qui est atteint du HIV depuis 15 ans en trithérapie, un autre de 20 ans à qui on doit annoncer sa maladie, etc., etc. Et donc, ils ont scénarisé finalement quelle serait la conversation idéale pour un médecin au travers de ses valeurs humaines et finalement également à vocation thérapeutique, puisque derrière, évidemment, il y a aussi des traitements qui doivent être proposés en fait aux patients. Encore faut-il qu'ils les comprennent et qu'ils les acceptent.
Et donc, on a scénarisé en fait ces différents cas d'usage dans Jellybot. On a rendu cela de façon, j'allais dire, très intuitive, très simple pour que des personnels médicaux, en l'occurrence des médecins généralistes, soient capables d'y adhérer, d'y trouver un intérêt. Donc, on a scoré. En fait, on a mis en place dans Jellybot un système de scoring de conversation. Et donc, c'est le chatbot qui, quand le médecin se connecte, va lui permettre de choisir est-ce que vous voulez travailler votre scénario avec tel type de patient, ABC. Et une fois le patient choisi, en fait, le chatbot va prendre la place du patient et va dire au médecin, ben, bonjour docteur, vous m'avez demandé de passer vous voir, je suis un peu inquiet, qu'est-ce que vous vouliez me dire? Et donc derrière, le médecin va avoir un certain nombre de choix. Voilà, je dis plutôt la phrase A, la phrase B, la phrase C. Ou alors je pose une question également au patient. Et tout ça, en fait, va être joué par le médecin qui va voilà, découler le scénario. Et à la fin, ça va lui dire, ben voilà, sur ce scénario, vous avez finalement bien répondu, moyennement répondu, très bien répondu. Votre score est de temps. La moyenne du score des médecins qui ont fait également ce même scénario est de temps. Voilà comment vous pouvez vous améliorer. Ça, c'est extrêmement important, bien sûr. C'est de pointer les axes d'amélioration et ensuite de permettre aux médecins de rejouer la conversation. On est vraiment dans une approche de gestion du changement, finalement, avec une intégration immersive et en préambule de ce dont on va parler tout à l'heure, également, juste après, finalement immersif parce que le médecin est vraiment dans un contexte qui se veut proche du réel et qui va lui donner envie de répéter la situation pour s'améliorer. Et en fait, on acquiert bien mieux des connaissances en répétant des situations qu'en les lisant, par exemple, dans un livre ou sur un formulaire. Voilà. Oui, oui, oui. C'est de la formation vraiment très interactive, quoi, en fait. Ainsi s'achève la première partie de ce 18e épisode. Je vous propose de nous retrouver pour la seconde partie immédiatement. À tout de suite.